distribuer? Bah non, Total est une entreprise privée. Total fait la majorité de ses bénéfices à l'étranger, paye des impôts sur ses bénéfices à l'étranger. Je citerai un exemple assez classique, c'est la Norvège. La Norvège, les bénéfices de Total sont imposés à 75% en Norvège. C'est le pays le plus imposé du monde. On sait que les impôts sont très élevés en Norvège. Et Total paye annuellement, d'ailleurs vous l'avez cité, vous avez dit 100 milliards d'euros sur depuis 4 2022. ans. Voilà, donc ça fait à peu près 25 milliards d'euros par an d'impôts, mais qu'ils ont payé dans les pays où vous produisez le pétrole et où vous le raffinez. Donc en France, Total, le super profit il y avait, ça serait sur ses bénéfices en France. Alors au point de vue de la distribution, ça va être très maigre, puisque aujourd'hui Total pratiquement vend à perte par rapport à ses concurrents. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Au niveau du raffinage, par contre, si Total fait de... Voilà. Oui. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que quand il y a un expert comme vous qui, sur un plateau de télévision, dit « Vous comprenez, Total vend à perte », et que derrière, on sait qu'il y a 51% de super profit, c'est ce que je disais dans mon édito, ce sont les choux et les carottes, mais pour la compréhension globale, c'est difficile. Il faut expliquer qu'une compagnie pétrolière est divisée entre 3 grands secteurs. Il y a d'un côté l'exploration-production, donc c'est-à-dire là, ce qui joue, c'est le prix du baril. Après, vous avez le raffinage, c'est-à-dire le prix des produits raffinés. D'ailleurs, quand on parle de marge de raffinage, c'est un terme qui est assez impropre parce que la marge de raffinage est en fait la différence entre le prix marché du produit raffiné et le prix marché du pétrole brut. Ça n'est pas un bénéfice, c'est-à-dire que c'est simplement le marché qui décide. Les marges de raffinage sont cotées à Rotterdam, elles ne sont pas du tout décidées en France. Et puis vous avez après ce qu'on appelle la marge de distribution, et c'est sur cette seule marge de distribution qu'il faut considérer un impôt possible et qui reste extrêmement faible. Pour la plupart des distributeurs, moi j'ai calculé, elles n'ont pratiquement pas augmenté, elles auraient même légèrement diminué les marges de distribution depuis le début de l'année. D'ailleurs, la marge de distribution n'inclut pas que le bénéfice du distributeur, il inclut par exemple le transport depuis la raffinerie jusqu'à la pompe à essence qui elle-même a augmenté. Alors justement, allons voir auprès de la pompe à essence vos réactions aujourd'hui après ce que j'ai appris. Ce que nous disait M. Charlet, c'est qu'on vend à perte du côté de Total. Voilà, aujourd'hui, pratiquement à perte, et notamment Total aujourd'hui a donc prolongé d'1 mois la ristourne à la fois sur le SP95 et le diesel, avec un baril qui aujourd'hui est quand même monté au-delà de 120$. Donc ça veut dire que globalement, on va avoir l'augmentation du prix à la pompe, sauf chez Total. Vous imaginez si, hypothèse d'école, Total le mettait à 1,80. Ce qu'on peut imaginer, il pourrait faire. Ce que je vais dire, il va y avoir une ruée dans les pompes Total, ça va vider les pompes Total, et puis de toute façon, on se retrouvera après, parce que Total ne domine pas 100% du marché en France. Alors, pour les responsables politiques, effectivement, qui n'ont peut-être pas exactement examiné comment tout cela fonctionne, puisqu'on est là pour vous expliquer dans Midi News, Olivier Faure, lui, sur RTL ce matin, a pointé les profits records de Total Énergie. Rajouter 2 choses. La première chose, c'est que le bilan de Total sur le premier trimestre a été calculé à 81$ le baril. Donc j'ose imaginer la réaction pour le deuxième trimestre à partir du moment où on va atteindre et puis qu'on en est parti, je le vois un peu dans le sens donc du 120$ le baril. Là, je pense que la moitié de la France insoumise va plonger dans la Seine. Je ne vois pas d'autre solution. Non, elle va nous faire plonger dans la Seine. La deuxième chose, c'est que on regarde uniquement Total et le pétrole, mais il y a toutes les matières premières, tous les vendeurs de matières premières sont en train d'engranger des très gros bénéfices. Je pense aux engrais, je pense à l'aluminium, dont les prix ont complètement explosé, puisque il n'y a pas que du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz, il y a aussi par exemple énormément d'engrais, puisque les engrais sont fabriqués à partir de gaz naturel, et donc les engrais ont augmenté de 50%. Donc ça veut dire que les vendeurs d'engrais, il n'y en a plus beaucoup en France, donc ça se voit moins, mais sont aussi en train d'engranger d'énormes bénéfices. On a dit que les prises de parole traversaient pétrolière, on ne s'arrête jamais de travailler, puisque c'est une rotation 12-12, 365 jours par an, avec des équipes qui tournent. On ne peut pas arrêter un puits. Ouais. Donc, alors ça, c'est intéressant parce que c'est la question aussi en Iran. Et ça a été, j'allais dire, survolé. Donc je fais une parenthèse avec vous puisque vous êtes là, et merci d'être là, Philippe Charlez.
On a dit l'Iran ne peut pas raisonnablement arrêter ses puits parce que là, ils n'ont plus d'endroits où stocker. Il y a plus de Donc, stock. les cuves sont pleines. Donc, ils doivent se débrouiller pour faire évacuer le pétrole autrement que par le détroit d'Ormuz, parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais parce que sinon, le puits, on peut l'arrêter, mais ça... Tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est très compliqué de le faire remarcher ensuite. Pourquoi ? Tout à fait. Alors, c'est pas compliqué, tout simplement parce que vous ne produisez jamais du pétrole pur, vous produisez un mélange de pétrole et d'eau. Et à partir du moment où vous fermez un puits, vous modifiez les mélanges. Oui, on va faire ça simplement. Et donc, quand vous réouvrez le puits, généralement, vous produisez beaucoup plus d'eau que de pétrole. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'impossibilité technique à fermer un puits. Et je vais même dire que, à partir du moment où vous n'avez plus de stockage, vous n'avez pas le choix, il faut fermer les puits. Ou alors vous faites brûler le pétrole qui sort. Enfin, mais il y a eu ce problème en Irak en 2003, lors de l'arrivée des Américains. Non, c'était au Koweït. Oui, mais non, je ne parle pas du Koweït en 1991, je parle de 2003, lors de l'arrivée des Américains. Ils ont dû fermer et rouler parfois avec du carburant qui nous mettait en panne en plein désert. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que donc on va fermer les puits, et puis quand on ferme les puits, généralement la production est plus faible quand on les réouvre, et donc ça veut dire que ça peut créer effectivement un manque de pétrole à beaucoup plus long terme. Parce qu'en fait, on parle de l'Iran, mais c'est pareil pour les autres pays du Golfe. Les autres pays du Golfe n'ont pas plus de stockage. Il y a le stockage terrestre d'un côté, le stockage flottant de l'autre. Maintenant, il y a plus de possibilités. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des puits qui sont arrêtés, que ce soit à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, au Koweït, probablement en Irak, puisque le port de Bassora donne directement sur le Golfe. Donc oui, il faudra arrêter les puits et ça peut pénaliser fortement la production quand elle les réouvrira. Alors, je voudrais qu'on parle de Mohamed Abdallah Kounta, ce sprinter qui fait son retour 2 ans après sa suspension pour les propos jugés haineux. C'était pendant les JO 2024 à Paris, spécialiste du relais 4x400 mètres. Il a été retenu et, parce que sinon, le puits, on peut l'arrêter, mais ça... Tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est très compliqué de le faire remarcher ensuite. Pourquoi ? Tout à fait. Alors, c'est pas compliqué, tout simplement parce que vous ne produisez jamais du pétrole pur, vous produisez un mélange de pétrole et d'eau. Et à partir du moment où vous fermez un puits, vous modifiez les mélanges. Oui, on va faire ça simplement. Et donc, quand vous réouvrez le puits, généralement, vous produisez beaucoup plus d'eau que de pétrole. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'impossibilité technique à fermer un puits. Et je vais même dire que, à partir du moment où vous n'avez plus de stockage, vous n'avez pas le choix, il faut fermer les puits. Ou alors vous faites brûler le pétrole qui sort. Enfin, mais il y a eu ce problème en Irak en 2003, lors de l'arrivée des Américains. Non, c'était au Koweït. Oui, mais non, je ne parle pas du Koweït en 1991, je parle de 2003, lors de l'arrivée des Américains. Ils ont dû fermer et rouler parfois avec du carburant qui nous mettait en panne en plein désert. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que donc on va fermer les puits, et puis quand on ferme les puits, généralement la production est plus faible quand on les réouvre, et donc ça veut dire que ça peut créer effectivement un manque de pétrole à beaucoup plus long terme. Parce qu'en fait, on parle de l'Iran, mais c'est pareil pour les autres pays du Golfe. Les autres pays du Golfe n'ont pas plus de stockage. Il y a le stockage terrestre d'un côté, le stockage flottant de l'autre. Maintenant, il y a plus de possibilités. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des puits qui sont arrêtés, que ce soit à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, au Koweït, probablement en Irak, puisque le port de Bassora donne directement sur le Golfe. Donc oui, il faudra arrêter les puits et ça peut pénaliser fortement la production quand elle les réouvrira. Alors, je voudrais qu'on parle de Mohamed Abdallah Kounta, ce sprinter qui fait son retour 2 ans. Dans votre spécialité, on regarde ça évidemment de très très près. Oui, alors incontestablement, la Russie est un des grands gagnants, je vais dire, de cette guerre, puisque la Russie, quand vous portez le PIB de la Russie en fonction du prix du baril, c'est une droite parfaite. Donc ça veut dire que globalement, ce qui fait le PIB de la Russie, c'est le pétrole et aussi le gaz, bien entendu. Plus le pétrole est élevé, plus la Russie a de l'argent pour sa guerre en Ukraine. Donc là, elle est parfaitement gagnante. Et l'embargo sur le pétrole qu'on peut faire sur la Russie n'a absolument aucun effet, puisque le pétrole, c'est quelque chose qui circule
comme on veut et qui change. La cargaison peut changer de propriétaire en un clic. La Russie peut vendre, donc la Russie peut vendre son Brésil, pétrole où elle veut, au Brésil. Nous le racheter avec une petite marge. Ça peut aller n'importe où. Ça, c'est la suite de l'absurdistan. Par contre, j'avoue que je ne suis pas le seul, mais qu'on a quand même du mal à suivre la stratégie de M. Trump, puisque moi, j'en étais resté à ce matin où il disait que finalement, on était parti pour bloquer le détroit d'Ormuz pendant des mois. Là, on a l'air de repartir. Et là, il y a un coup de fil et tout peut changer. Mais ça, c'est la sémantique trumpienne. Et puis nous, ici, en tout cas, à CNews, on a l'habitude.